Le titre du livre, les cloches sonneront-elles encore demain, signifie ceci. Les cloches qui font remonter de la nappe profonde de nos paysages intimes la grande unité allégorique des vivants et des morts de la grande symphonie française pourrait être demain, hélas, couverte par la voix du muezzin. J'ai décidé de prendre tous les risques pour sonner le tocsin. Je dis bien le tocsin, pas le glas. La France n'est pas morte. Le tocsin pour qu'elle ne meure pas. Le titre traduit une angoisse. La France a traversé dans son histoire bien des malheurs. La guerre de Cent Ans, les invasions barbares, l'occupation allemande. Elle s'est toujours relevée, car de toutes les épreuves traversées, la France a gardé une mémoire douloureuse mais victorieuse. Et là, pour la première fois, la France doit affronter la crainte de disparaître. Un pays qui perd sa souveraineté peut ne pas mourir, qu'ont fait la Pologne et la Hongrie sous la botte soviétique, qui avaient perdu leur souveraineté, la souveraineté limitée de Brejnev. Mais ces pays n'ont pas perdu leur identité chrétienne. Un pays peut perdre sa richesse, il n'en meurt pas. Un pays peut perdre ses paysages, les massacrer, il n'en meurt pas. Un pays peut être accablé d'impôts, il n'en meurt pas. Mais un pays qui perd son identité menace son destin et sa survie. Un peuple qui perd sa mémoire est menacé d'Alzheimer comme un homme qui perd l'orientation, perd le sens de toutes les directions. Or, nous sommes dans cette situation. Nous sommes presque dans cette situation d'un peuple frappé d'Alzheimer qui a perdu sa mémoire. Nous sommes devant un formidable choc identitaire avec le face-à-face pathétique, pour l'instant peu visible, mais angoissant, de deux peuples portés par la même terre, la terre de France. La terre de France porte un peuple neuf qui installe ses fiertés et un peuple exténué qui n'a plus conscience des conditions de sa survie. Un peuple hagard, le nôtre. Alors, j'ai voulu écrire ce livre pour la raison suivante que je vous confie. Lorsque j'étais venu l'année dernière, à la même époque, ici même, chez mon ami Olivier Deboire à la poterie, que je salue affectueusement, je ne savais pas ce qu'allait m'arriver. Je signais mon livre, le moment est venu de dire ce que j'ai vu, qui fut un best-seller. Je ne savais pas que j'allais recevoir, entre Noël et le 1er de l'an, des documents, une pluie de documents venant des services secrets, venant des services de renseignement. En fait, les services de renseignement se disaient, les notes que nous faisons et que nous adressons au sommet de l'État sont sans suite, sans conséquence,
mises sur une étagère, alors il faut que ces notes soient publiées. Il faut que ces informations soient connues des Français. On va choisir un homme politique qui a déjà publié les mosquées de Roissy, et on va lui demander d'avoir le courage de les publier. Et donc, dans ce livre, je publie des documents que le chef de l'État connaît bien, ainsi que son gouvernement, que les hommes politiques de l'opposition connaissent aussi et feignent d'ignorer. Quand j'ai écrit ce livre, l'avocat d'Albin Michel, mon éditeur, Maître Bigot, a dit à Albin Michel, on ne peut pas publier ce livre, on a un procès par page. Alors le PDG d'Albin Michel, Francis Esménard, qui est un ami, m'a appelé pour me dire, Philippe, on ne peut pas publier votre livre. Il faut accepter de faire un travail. C'est comme ça qu'ils disent, les éditeurs. Faire un travail. Ça veut dire défaire le travail. Et donc j'ai dit, moi, je n'ai rien demandé, vous me poussez à faire des livres tout le temps, moi je rentre chez moi à Vendée, on ne fait pas le livre, c'est tout. Non, mais bon, on publie ou on ne publie pas. On publie, pas une virgule, je n'accepterai pas de bouger une seule virgule. Alors Albin Michel a publié. Mais la grande surprise pour Albin Michel et pour moi, c'est qu'il n'y a pas un mec qui m'a attaqué. Il n'y a pas eu une plainte en justice. Par exemple, je dis dans ce livre une chose absolument extravagante. Je dis que Madame Nadja Belkacem est membre du conseil de la communauté marocaine. Elle a été nommée par un daïr du 21 décembre 2007 par le roi du Maroc. Or, ce conseil a pour vocation de diffuser la langue arabe, le rayonnement du Maroc et l'islam. Ce qu'elle fait consciencieusement, puisque non seulement elle éradique l'histoire, le grec, le latin et la langue française à l'école, mais elle installe la langue arabe, comme vous le savez, dès la classe primaire. Donc elle fait son travail de membre du conseil de la communauté marocaine. Bon. Normalement, elle devrait m'attaquer. Elle ne m'attaque pas. Pourquoi? Parce que je lui ai fait savoir, j'ai les documents. Et la raison pour laquelle il ne m'attaque pas, c'est parce que j'ai les documents. Et donc, nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire. Le délitement de l'État. Il n'y a plus d'État. Et pourquoi il ne donne pas suite aux documents? Pourquoi il ne donne pas suite? Parce que la classe politique est achetée. Elle est achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ah, on dit la droite et la gauche, c'est pas pareil. Ou d'autres disent c'est presque pareil. Moi je dirais que c'est pas du tout pareil. La droite est achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite a acheté la gauche. Il y a un tropisme. Il y a un tropisme philo-qatarien bien connu à droite, quasiment sans exception. Ça sortira un jour ou l'autre, croyez-moi, et un tropisme philo-séoudien, puisque l'actuel président de la République est allé 3 fois en 5 ans donc en Arabie Saoudite, il a remis la Légion d'honneur au prince héritier, etc., etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nos problèmes sont insolubles. Pourquoi ils sont insolubles? Parce que quand vous avez la grande démitude là-bas, la petite démitude chez nous, vous êtes soumis. Le mot islam, ça veut dire soumis. Vous êtes soumis. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les esclaves de nos clients. Nous sommes devenus les esclaves de nos clients. Nous sommes devenus les alliés des semenciers du djihad. Nous sommes des fabricants de terroristes qui cherchent le bon désherbant. En général, on cherche le bon désherbant pendant les campagnes électorales. Pour le reste, on se contente d'être des fabricants de terroristes. L'Arabie Saoudite
finance en France, avec des moyens considérables et une stratégie suivie, finance les salafistes. Et le Qatar, lui, finance les frères musulmans. Les frères musulmans et les salafistes tiennent aujourd'hui l'islam de France. On n'est plus du tout à l'islam des années 2000 où Sarkozy faisait le CFCM. On est avec un islam aujourd'hui qui est entièrement pris en main. Toute nouvelle mosquée est prise en main, soit par les salafistes, soit par les frères musulmans. Et donc, quand nous, on confirme et on nourrit et on épanouit nos alliances avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, il faut savoir que ça a des conséquences dans nos banlieues, en France même, avec 5, 6, 8 millions de musulmans en France, dont on sait par l'étude de l'Institut Montaigne que 28% sont en sécession et que 25% sont pour l'Islamic Pride. Les choses évoluent considérablement. Alors, le premier document que j'ai eu sous les yeux, qui est très impressionnant, c'est le plan de l'ONU, le plan des Nations Unies, avec l'instruction des scénarios à la clé pour remplacer la population de l'Europe. Alors, vous pouvez ne pas me croire, crier au complotisme, ça, lisez mon livre, et posez-vous la question, mais pourquoi il n'a jamais été contré, Philippe de Villiers? Pourquoi aucun journaliste n'a mis en cause ces affirmations, ces allégations? Et donc, ça s'appelle la Migration Replacement. Vous savez, on dit, ouais, la théorie du grand remplacement. Ben, je suis désolé, la Migration Replacement. Alors, pour la France, ça donne scénario numéro 3. 16 millions de migrants entre 2020 et 2040, 800 000 par an. Voilà. Et je prends le scénario moyen, il y a 6 scénarios pour la France, je prends le scénario numéro 3. Voilà. Et donc, je dis bien, la migration de remplacement, ça s'appelle comme ça. Alors pourquoi? Parce que, comme ils ont accepté, revendiqué, prôné l'avortement de masse, et puis maintenant le mariage homosexuel pour stériliser la population, eh bien, les bébés qu'on n'a pas, on va les chercher. Voilà. On va les chercher en mer. Il y a un projet extraordinaire qui est le projet de l'Islam. Sur la couverture du projet, on voit les étoiles mariales de l'Europe de M. Schuman. Et à l'intérieur des étoiles mariales, on voit un minaret géant avec un croissant islamique. Ça s'appelle l'Islam. L'Islam vise, je cite, à acclimater l'Europe à la culture religieuse importée. Oh, que en termes galants, ces choses-là sont dites. Et aussi à apprivoiser les nouvelles conduites sociétales, tant qu'à faire. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, l'Islam vise à inscrire le récit islamique dans le récit historique européen, pour installer le multiculturalisme. Voilà. En fait, nos élites sont sous hypnose. Elles sont sous hypnose. Nous assistons à une invasion lente, sans résistance, avec une fascination réciproque entre l'envahi et l'envahisseur, et avec toutes les autorités morales et spirituelles et politiques, la conférence des évêques, qui sous-entend, vous, l'envahi, vous devez accepter l'envahisseur, au nom du vivre ensemble et de l'accueil de l'autre. De toute façon, c'est bien fait pour vous, il faut expier. Et on expie. Et on accepte l'expiation et la mémoire pénitentielle. Et voilà que s'installe en France une société, une contre-société, une mémoire, une contre-mémoire, une histoire, une contre-histoire. Le syndrome du lapin dans les phares. Le lapin est immobile, il ne tente aucun mouvement d'esquive, il se laisse happer par la lumière. C'est cette contagion émotionnelle de nos élites qui explique que ce plan de l'ONU soit appliqué avec autant de constance et de zèle. En réalité,
j'attire votre attention sur les deux grandes erreurs de vision de toute la classe politique depuis 40 ans, et je l'ai vécu de l'intérieur. Première erreur de vision, on a construit sciemment une Europe à partir d'une architecture post-politique, avec, sans aucune logique de puissance propre, et avec un fédérateur extérieur, qui était l'Amérique. Cette Europe-là, elle s'effondre. Une Europe sans les États, sans les frontières, elle s'effondre. Elle est morte, mais elle ne le sait pas encore. Et puis deuxième erreur, la mondialisation heureuse. Moi je l'ai vécu le 10 novembre, le lendemain de la chute du mur de Berlin, 1989, on a commencé à nous expliquer, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'histoire, Fukuyama, etc. Et puis Alain Minck, la mondialisation heureuse. C'est-à-dire un monde sans histoire, sans idées, sans religion, sans frontières, avec des pays monde, d'où l'idée du multiculturalisme. Ces deux erreurs, on les paye au prix fort. Et puis il y a un document incroyable qui s'appelle le Nouvel Édit de Nantes. Les salafistes, l'expression est d'eux, elle est intelligente, elle est habile, se sont dit on va prendre dans l'histoire de la France quelque chose que les Français finalement considèrent comme un point positif, l'édit de Nantes, parce que ça a réconcilié les protestants et les catholiques. Et bien nous on propose un nouvel édit de Nantes, en fait pour établir le califat universel. Tariq Obrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, vous allez sur Dailymotion, vous allez voir, je cite sa phrase, il dit « Nous sommes là pour établir le califat universel ». Nous sommes là pour établir le califat universel. Et donc en réalité, tout est en place pour une concession territoriale, je dis bien une concession territoriale, c'est-à-dire la partition. Et quand j'ai lu le livre de M. Lhomme et machin l'autre du Monde, hein, avec les confidences de François Hollande, Hollande dit à un moment donné, ce que je crains par-dessus tout, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui, c'est la partition. Donc il a lu la même note que moi. La partition. Il faut savoir que, enfin je publie dans mon livre le projet Tamkin. Le projet Tamkin c'est quoi? C'est un projet d'islamisation tranquille de la France par les frères musulmans. Par imprégnation, disent-ils, et co-inclusion. Le projet Tamkin, en fait, il est dans l'ADN de l'islam. Et je voudrais vraiment que vous repartiez de cette petite conférence avec l'idée que l'islam est une religion incompatible avec la civilisation française. Et je vous explique pourquoi. L'islam, c'est la conquête. L'islam, c'est pas une religion, c'est un système politico-religieux. C'est très différent. L'islam, c'est la conquête. C'est-à-dire que, quand vous lisez le Coran et la vie du prophète, le monde entier doit se soumettre à Allah. L'humanité entière doit se soumettre à Allah. Et il y a, dans les prescriptions coraniques, 3 éléments constitutifs. Le premier, c'est l'Oumma. Il n'y a pas d'autre nation que musulmane. Il n'y a pas d'autre fraternité que musulmane. La fraternité s'arrête aux limites de l'Oumma, la communauté des croyants, la seule communauté existante, et qui a droit de cité dans le monde. L'Oumma. Donc une seule humanité, une seule nation. La charia, une seule loi. Il n'y a pas de loi supérieure à la charia. La charia est supérieure à toutes les lois, parce que c'est la loi d'Allah, dictée une fois pour toutes. Le Coran n'est pas réformable, il n'est pas adaptable, c'est la parole incréée, c'est la parole d'Allah au prophète. Et donc on ne peut pas, par exemple, amputer la partie belliqueuse, puisque le mot tuer, le mot combattre sont prononcés 60 fois et 51 fois. On ne peut pas, ou alors c'est un blasphème. Donc, l'Oumma, la charia, la loi islamique qui interdit toute forme de distinction entre le temporel et le spirituel. Alors que cette distinction, qui vient du Christ lui-même, a fondé
ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, qui n'est pas le laïcisme, c'est-à-dire la distinction du temporel et du spirituel. Enfin, le djihad. Écoutez-moi bien parce que c'est important. On dit le djihad c'est la guerre. Non, c'est la conquête. Si on peut éviter la guerre, alors vous avez une nuance entre les frères musulmans et les salafistes. Les musulmans pensent que, c'est un peu Houellebecq, l'idée de Houellebecq, on peut y arriver sans la guerre, en achetant les hommes politiques. Ce qu'ils font consciencieusement avec le souk électoral dans toutes les villes de banlieue. T'auras mes voix, le caïd dit t'auras mes voix, tu me donnes une mosquée. Et ça marche très très bien. Ça marche aussi bien à droite qu'à gauche. Peut-être même mieux à droite qu'à gauche. Il ne faut pas oublier que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est la première fois depuis Doumergue, président du Conseil, qui avait inauguré la Grande Mosquée de Paris. C'est la première fois qu'on a eu un Premier ministre qui a inauguré la Grande Mosquée d'Argenteuil, qui est aujourd'hui une mosquée sous l'influence des frères musulmans. Et c'était le Premier ministre de l'époque. Et c'est d'ailleurs, Sarkozy m'a expliqué, il est fou, filon, de faire ça. Vous voyez? Donc, voilà. Aujourd'hui, il propose de vaincre le totalitarisme islamique, mais bon, les choses changent. C'est compliqué la vie, voilà. Surtout quand on fait de la politique. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a 3 djihads. Il y a le djihad démographique. L'enfantement, c'est le djihad des femmes, disent-ils. Retenez cette formule, des salafistes. Ça veut dire que dans 30 ans, notre compte est réglé. Et tous ceux qui aujourd'hui, en France, quels qu'ils soient, veulent maintenir l'avortement de masse, eh bien, contribuent à ce crime de l'invasion. Parce que nous sommes en train de mourir. C'est même pas une question morale, c'est une question de survie démographique. Et puis, le deuxième djihad, c'est le djihad de civilisation. Écoutez-moi bien, il est fondé sur la taqia. On avance s'il recule, mais s'il résiste, on recule. C'est dans le Coran. Et donc, par exemple, et on teste à l'hôpital, on teste à l'entreprise, on teste sur les plages, on teste dans la rue, le voile, etc. On va de plus en plus loin avec les djellabas, etc. On teste le burkini, en s'appuyant sur le Conseil d'État islamique. Et donc, une des notes me dit, réfléchissez, monsieur de Villiers, à la phrase du plus grand penseur des musulmans d'Europe, Youssouf El-Qaradawi, qui dit « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, et avec nos lois islamiques, nous vous soumettrons. » Voilà le programme. Et en fait, les droits de l'homme, les fameux droits de l'homme, c'est le cheval de Troie de l'islam en France aujourd'hui, au nom de l'égalité, de la liberté. C'est une grande habileté de l'islam. Enfin, le troisième djihad, c'est le djihad guerrier. J'attire votre attention sur le point suivant. Un musulman digne de ce nom doit faire 2 choses. Appliquer les prescriptions coraniques qui l'obligent à la conquête pour faire passer dans le dar al-Islam, la demeure de la paix, le dar el-Harb, la demeure de la guerre. Nous sommes dans le dar el-Harb. Et donc, nous devons passer dans le dar el-Islam si nous voulons la paix. Parce que c'est le prophète, parce que c'est Allah, parce que c'est le Coran, les prescriptions coraniques. Mais ça va plus loin. Il faut suivre le beau modèle, c'est la sourate 33-21. Lisez-la. Le beau modèle, c'est Mahomet. Et le beau modèle, il a fait la guerre. Il a mené une 30aine de campagnes militaires et il a installé le premier État islamique du monde en rassemblant dans sa main le Principat et le Pontificat. Et donc en fait, quand on dit les islamistes sont des musulmans qui s'éloignent du Coran et de Mahomet, c'est un mensonge. Un musulman modéré, c'est un musulman qui s'éloigne du Coran.
et du prophète. Un islamiste, c'est quelqu'un qui a une vision fidèle du prophète et des prescriptions coraniques. Alors qu'on cesse de nous mentir. C'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans eux-mêmes. D'ailleurs, un grand penseur kabyle, Bedeni, vient de dire « L'islamisme, c'est l'islam en mouvement. L'islam, c'est l'islamisme au repos. » Rémi Brague, le grand islamologue, dit « Il n'y a pas de différence de nature, il y a juste une différence de degré. » Alors, que faire? Eh bien, écoutez-moi bien, parce qu'on arrive au chemin de lumière. Jusqu'ici, on est mal barré. Parce qu'il y a une issue. Il y a une issue. Et là, je vais parler avec mon expérience, ça peut vous paraître paradoxal, du Puy du Fou. En venant tout à l'heure dans la voiture, je lisais un article de Ouest France qui raconte une journée au Puy du Fou hier. Une journée avec des spectateurs pris au hasard. Et il y a tout un groupe de musulmans qui est interviewé et qui dit « Nous, on est musulmans, mais on aime le Puy du Fou et on a pleuré. » Au dernier panache, s'il vous plaît. Or, moi, depuis des années, je vois la population qui vient au Puy du Fou, 2 millions de personnes par an et plus. Et ça m'a invité à réfléchir et à vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Sans embâche, vous avez bien compris que moi je suis un homme libre. J'ai accompli ma vie, l'essentiel, ce que je fais maintenant, je le fais par devoir, uniquement, par amour du pays. Voilà. Donc je ne cherche pas un picotin de popularité. Voilà. Je ne suis candidat à aucune prénom. Je ne veux aucune marque de reconnaissance. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire les choses que les hommes politiques ne disent plus, les hommes ou les femmes. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut faire prévaloir notre civilisation sur toute autre civilisation. Il faut oser dire la civilisation occidentale, la civilisation chrétienne, elle a une antériorité, une supériorité morale sur l'islam. Voilà, je le dis en face de la caméra. Ça va peut-être susciter quelques récriminations, oh là là, parce qu'aujourd'hui on est tous égaux, etc. Mais moi je suis fier de ma civilisation et je ne suis pas capable de l'échanger contre une autre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait mettre dans la Constitution, la France est une nation de tradition chrétienne, et à ce moment-là, tout est réglé. Il faut faire prévaloir la civilisation française parce que le peuple français a 2 droits inaliénables. Le premier, c'est le droit à la continuité historique. Donc le droit de préserver ses symboles. Par exemple, ses cloches, ses crèches, etc. Ses traditions. Et le deuxième droit inaliénable, c'est le droit de cultiver les richesses anthropologiques de sa civilisation. La distinction temporelle spirituelle, le sermon sur la montagne. Si vous comparez le sermon sur la montagne, n'en déplaise à François, avec le serment du sable, vous avez d'un côté heureux les doux, et de l'autre côté tuez-les tous. C'est quand même pas la même chose, la violence islamique et la violence catholique, désolé, mais il ne faut pas se laisser aller, même quand on est pape, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a une grande différence entre le Coran et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de... Et donc, du calme. Et donc, faire prévaloir notre civilisation. Ensuite, distinguer l'islam et les musulmans. Écoutez-moi jusqu'au bout parce que c'est la partie importante et nouvelle de mon livre. Il y a des musulmans modérés, il n'y a pas d'islam modéré.
Donc pour moi, fermeté sur l'islam, fermeté totale. La France n'a pas vocation à être une terre d'islam, à le demeurer ou à le devenir. Ça veut dire concrètement, en France, on vit à la française. On serre la main des femmes, on ne les frappe pas. On boit du vin. Quand j'étais petit, le cantonnier de Boulogne venait frapper à 8 h du matin chez moi. Ma mère lui donnait son verre d'eau de vie. Il se tournait vers moi, il disait, tu vois, petit, ça c'est l'eau de la vie. Et il ajoutait parce qu'à l'époque les cantonniers étaient cultivés. Parce qu'ils étaient élèves des hussards noirs de la République, qui leur donnaient le roman national à apprendre. Et il ajoutait, il s'appelait Olivier Pro, il ajoutait en dansant d'un pied sur l'autre, moi, mon petit gars, je vais te faire connaître l'Ancien Testament. Oui, Olivier. Je vais t'apprendre que mon grand-père, enfin un peu plus que mon grand-père, mais mon aïeul, c'était Noé. Il s'est pris un déluge sur la gueule, puis il s'est bourré la gueule. Et c'est le premier ivrogne chrétien. La première ivresse mystique. Alors, nous, on aime le vin. En France, on ne porte pas des tenues islamiques du 7e siècle. Voilà. Et il faut arrêter la construction des mosquées. Voilà. Il faut en rester là. Pourquoi? Parce que j'ai un rapport qui date du 29 novembre 2015 sur les mosquées, mais c'est horrible. Enfin, horrible, c'est-à-dire qu'elles sont toutes plus ou moins radicalisées. Ça, tout à bouffe. Et les prêches sont faits par des gens qui sont payés par l'étranger, etc. C'est pas jouable. Voilà. Il faut savoir que dans l'islam, un morceau de terre où un musulman a prié devient une terre d'islam. Par exemple, si dans le déambulatoire de la Cinécénie du Puy du Fou, j'accorde le droit à un musulman de faire avec son tapis, etc., la prière, eh ben, ça devient une terre d'islam. Voilà. Puy du Fou, terre d'islam, pas trop d'accord, quoi. Même le vivre ensemble, je veux bien, la conférence des évêques de France, les évêques allaient le mettre là-bas dans leur logo. Alors, donc voilà, donc pour l'islam, la fermeté totale, voilà, il faut le dire carrément, l'islam est incompatible avec notre civilisation, on veut faire prévaloir notre civilisation chez nous, en France. Pour les musulmans, les choses sont très différentes. Vous savez la phrase d'un pape qui disait « Je chéris sa personne et je hais son erreur ». Il y a les musulmans qui crachent sur la France, qui veulent prendre leur revanche, qui ne sont pas à l'aise chez nous. Eh bien, il faut que le malaise change de camp. Ceux-là, il faut qu'ils partent. Ça s'appelle la remigration. Après tout, les deux tiers des Italiens qui étaient chez nous avant-guerre sont repartis chez eux. Parce qu'ils ne voulaient pas les prénoms français, la culture française, alors qu'ils étaient proches de nous, par la religion. Donc, ça s'appelle la remigration. Oui, il faudra qu'il y en ait qui partent. Tous ceux qui ne sont pas bien chez nous et qui veulent nous imposer leurs lois, il faudra qu'ils partent. Et puis il y a les autres. Il y a beaucoup de musulmans, je le vois au Puy du Fou, qui sont comment dire, stupéfaits en voyant les spectacles du Puy du Fou et qui disent « Ah, la France !» Parce qu'en fait, dès qu'ils sentent quelque chose qui tient au rêve, au sacré, aux mystères éternels, ils sont attirés. Une société qui assimile n'est pas une société de l'hédonisme, du nihilisme et du consumérisme. C'est une société chrétienne. C'est tout le paradoxe. Pourquoi? C'est une société qui, comme disait Solzhenitsyn, fait prévaloir les mœurs sur les lois, qui a le goût du sacré et qui cultive ses racines. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans nous rejettent parce qu'ils rejettent en nous ce qu'ils voient en nous. Ils rejettent l'hédonisme, le consumérisme et le nihilisme. Le laïcisme absurde, ils le rejettent. Ils rejettent à leur manière tout ce que la dégradation de notre civilisation
a produit de fruits amers. Alors, il y a beaucoup de musulmans qui, en fait, voudraient nous rejoindre, voudraient nous ressembler, mais ne connaissent pas la France. Qu'est-ce qu'on leur propose? Najat Belkacem, pour la citer, disait les valeurs de la République. Mais les valeurs de la République, c'est comme le code de la route, c'est comme un règlement de copropriété. Ce sont des valeurs froides, des valeurs formelles. Alors on respecte le code de la route, on respecte les valeurs de la République. Mais moi, j'ai encore jamais vu une seule personne tomber amoureuse d'une ligne jaune ou d'un stop. Et donc, c'est pas avec les valeurs de la République qu'on va embraser l'imaginaire de ceux qui voudraient devenir des Français de désir. Quand on est Français de préfecture et qu'on veut faire descendre en soi les tendresses françaises, il faut se voir proposer l'épopée, la légende, la grandeur, la prosopopée. La France, toute la France, la vraie France, son art de vivre, son histoire, sa mémoire, sa littérature, depuis la chanson de Roland et tout ce qui peut gêner ceux qui, évidemment, ne voudraient pas nous rejoindre. Et donc, en réalité, il n'y a qu'une solution. C'est d'inventer un nouveau roman national. Il y eut un roman national. Vous savez comment il est né en 1870. Ernest Lavis, l'instituteur, dit « On n'a plus le Saint-Crème, on n'a plus de fédérateur. Il faut trouver un fédérateur de substitution, un Saint-Crème de substitution, avec ceux qui ont touché le Saint-Crème. Clovis, Jeanne d'Arc, Luc Éclin, Saint-Louis, naturellement, et jusqu'à Napoléon. Un Saint-Crème de substitution. C'était ça le roman national. C'était un récit de puissance et de gloire. Aujourd'hui, il est mort. Il a reçu un cocktail Molotov en 68, il a été enterré par Giscard en grande pompe, la réforme Abi, et puis l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Les historiens sont devenus des médecins légistes. La grandeur ne les intéresse que si elle est statistique. L'histoire est devenue une histoire halal. Elle est amputée de tout ce qui pourrait gêner. Évidemment, donc Saint-Louis est gênant, Charles Martel, n'en parlons pas, Roland de Roncevaux. La guerre d'Algérie, la colonisation, etc. Donc en fait, il y a toute une partie de l'histoire de France qui n'est plus enseignée. Elle n'est plus enseignable puisqu'il s'agit aujourd'hui de pratiquer l'historiquement correct. Donc le roman national, il est mort. Voilà. Alors, on ne va pas le ressusciter. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des écorchés vifs. Ils sont tout en émotion. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire au Puy du Fou, c'était ça mon intuition, et ça a marché, et ça marche de mieux en mieux, puisqu'on est devenu un des hauts lieux de la mémoire vivante de la France, c'est d'inventer un nouveau roman national, en changeant d'angle, en passant par l'autre façade, par une autre porte d'entrée, par la façade de l'esthétique. C'est le beau qui sauvera le monde, c'est le beau qui sauvera la France. En passant par la façade des beautés françaises, des allégories françaises. Le roman national est devenu un roman noir, un tissu de noirceur. Eh bien, remplaçons-le par un roman d'amour. Un roman d'amour, c'est-à-dire guettons dans nos enfouissements tous les affleurements de tendresse française. Et pour avoir vu l'expérience de mes propres yeux, de tous ces jeunes qui, en fait, sont déracinés chez nous, Français de souche, déracinés de chez eux, Français de désir, la chose est possible, elle est praticable. Et alors, elle créera un tel malaise pour ceux qui ne veulent pas la France que ceux-là partiront. Et on pourra résoudre le problème. Et c'est par la culture qu'on pourra le résoudre. C'est par un grand projet culturel. Un roman d'amour pour que chaque petit Français, de souche ou de désir, puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Merci de votre attention.